Salut! Aujourd'hui c'est Saga Histoire, c'est parti! Alors, en ce beau vendredi, oui vendredi, un des jours préférés de la semaine, à part le samedi aussi, qui marche pas mal, donc voilà, vendredi, samedi, nous y sommes, ça y est, vous êtes en fin de semaine, bientôt le week-end, bientôt le repos, bref, sous la pluie, c'est pas mal, non? Alors, aujourd'hui, on va parler de L'envol du moineau de Amy Burding Brown, qui est un roman historique, hein, pour changer un petit peu. Voilà. Donc, le roman L'envol du moineau d'Amy Burding Brown se passe au Nouveau Monde, dans les nouvelles colonies britanniques, et au XVIIe siècle. Voilà, XVIIe, XVIIIe siècle, mais principalement au XVIIe. Alors, que s'est-il passé? Donc, Amy Burding Brown, dans son roman, revient sur l'histoire réelle de Mary Rowlandson, qui en fait a vécu donc, dans un village qui s'appelle Lancaster. Lancaster dans les colonies, hein, je parle bien de ce village-là et non pas de la ville en Angleterre. Et puis voilà, elle vivait dans un village, donc sur la frontière, et c'est un village puritain, c'est-à-dire que tout le monde avait la même religion, c'est le puritanisme. Elle était la femme du révérend, et puis ça se... voilà, au départ, un cadre idyllique, ça se passe bien, elle sent que il y a quelque chose qui va arriver, elle a des sortes de prémonitions en fait, un peu bizarres, en regardant le soleil, en regardant les machins, enfin bref, voilà, ça se passe comme ça. Elle essaie d'aider une jeune femme qui accouche d'un enfant noir alors qu'elle est blanche. Elle se fait réprimander par beaucoup de membres de sa communauté parce qu'elle a osé aider une femme qui justement a accouché avec un homme noir et sans être mariée. Enfin, voilà, donc vous voyez, c'est un peu le portrait de Mary Rowlandson dans le roman. Et puis un jour, en fait, ils entendent beaucoup parler d'attaques de guerriers indiens, amérindiens, sur la plupart des villages, et son mari, donc le révérend presbytérien, et d'autres hommes valides décident de partir pour Boston pour demander de l'aide pour sécuriser le village et le protéger. Sauf que, forcément, comme ils sont partis, les guerriers sont arrivés et ont attaqué le village en février. Donc en plein, pendant la neige, tout ça, il y a eu beaucoup de morts, et ils prennent 24 captifs, dont Mary Rowlandson et ses 3 enfants. Voilà, donc malheureusement il y a un des enfants, sa fille, qui va décéder très rapidement, parce qu'elle aurait été blessée pendant la confrontation. Et à partir de là, on va suivre en fait la survie de Mary Rowlandson, qui passe donc d'une société très policée, très puritaine, très codifiée, donc une société américaine, j'aurais pas dû dire ça, anglaise puritaine, à un autre type de société où, limite, par certains côtés, elle a presque plus de liberté, par certains côtés, hein, d'autres non, parce qu'elle est quand même réduite en esclavage, et elle va découvrir comment vivent en fait les Amérindiens. Les Amérindiens, eux, c'était un clan nomade en fait, donc elle a beaucoup bougé. Et elle va redécouvrir en fait, en gros, ce qu'est la vie. Elle va redécouvrir la forêt, elle va redécouvrir la vie sauvage, ce qu'on appelle la vie sauvage, et elle va grandir en fait dans sa tête. Elle va plus ou moins se faire à sa nouvelle vie, même si sa propriétaire est très dure envers elle, mais elle va lier des amitiés en dehors de ce cercle-là. Elle va simplement grandir, elle va se poser des questions, elle va se poser des questions par rapport à sa religion, elle va se poser des questions par rapport à Dieu. On parle d'une puritaine quand même, et on la suit dans ces aventures-là. Et vraiment c'est remarquable parce que Mary Rowlandson a réellement existé en fait. Elle a vraiment existé, et du coup on a vraiment une fenêtre sur ce qu'était la vie à ce moment-là, la vie de son côté à elle, et les rapports par rapport aux Amérindiens, par rapport aux personnes noires aussi. Enfin, voilà, comment la société à ce moment-là fonctionnait, et donc, encore une fois, vous êtes surpris, on a le point de vue d'une femme. Ouais, là on est en train de se dire que je varie pas forcément beaucoup mes lectures, mais en fait, je suis en train de le faire. Et c'est un très beau roman, il est très bien écrit.
Donc moi, c'est l'édition que j'ai, c'est celle de 10-18, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Et le roman est vraiment, vraiment beau, ça nous fait poser des questions. Il y a des moments, on est en extase un peu comme elle, en imaginant tous les paysages, en imaginant les relations, en imaginant comme ça, ce qui se passe. Et il y a des moments où on ressent quand même de la frustration, de la colère, par rapport à la façon dont les hommes traitent les femmes. La façon dont la femme doit être soumise à son mari, doit suivre ce que dit son mari. Et franchement, ça fait vivre beaucoup, beaucoup de choses ce roman, et il est vraiment, vraiment bien. Donc on a le côté un petit peu émancipation, même s'il faut y aller doucement, parce que c'est quand même le XVIIe siècle. On a son émancipation un petit peu à elle, qui essaie de s'affranchir de la société, qu'elle reconnaît plus trop forcément quand elle revient à la vie civile. Il y a le côté, on se pose des questions, mais en fait, est-ce que c'est juste qu'on traite les Amérindiens ainsi? Est-ce que c'est juste qu'on traite une femme parce qu'elle a accouché avec un homme noir? C'est juste de la mettre au banc de la société ou pas? Et franchement, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements qui peuvent résonner encore aujourd'hui et qui sont vraiment intéressants. Donc ce roman-là, il est vraiment très beau, très intéressant aussi, et sur une période qu'on ne connaît pas forcément. Généralement, quand on étudie un peu l'histoire du Nouveau Monde et justement des États-Unis, on a tendance juste à parler de la colonie de Jamestown au début du XVIIe siècle, et puis ensuite on passe carrément, même quasiment jusqu'à la Révolution contre les Britanniques, et après la naissance du pays des États-Unis. Alors qu'en fait, il y a eu pas mal de choses avant, et il faut s'y intéresser. Donc voilà, franchement, ce roman-là, il est très chouette, il est très beau, et je vous le conseille comme lecture, mais à 10 000 %, quoi. Voilà, donc là je vous propose de passer à la partie historique, que j'essaierai de faire plus court que d'habitude. Je reprendrai simplement 3 points pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut retrouver dans d'autres romans aussi en fait, et des notions que j'ai déjà pu aborder sans forcément m'étendre dessus. Vous en êtes? Vous restez s'il vous plaît? Alors, point de vue historique. Donc déjà, on va commencer par la biographie de Mary Ransom, parce que, comme je vous le disais, c'est une personne qui a réellement existé, et je pense que ça serait bien de faire un petit retour sur elle en tant que personne, et non pas en tant que personnage de fiction, parce que le roman a modifié certaines choses quand même, parce que ça reste quand même un roman. Donc elle est née en 1637 dans le Somerset, en Angleterre, et c'est une période un petit peu troublée, encore une fois, en Angleterre. Il y a les prémices de la guerre civile, il y a grand bouillonnement au niveau aussi des guerres de religion. Vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo avec les protestants et les catholiques. En Angleterre, ça a un fort impact aussi, parce que, pour vite faire remettre un petit contexte religieux, Henri VIII a décidé de rompre avec le pape pour pouvoir divorcer de sa première femme, Catherine d'Aragon, et épouser ensuite Anne Boleyn, pauvre. Et ensuite, donc c'est son fils qui est monté sur le trône, qui était protestant, puis ensuite c'était Marie Tudor qui était catholique, puis après c'était Elisabeth Ier, sa dernière, qui était protestante aussi, et donc du coup, au niveau religion, ça a été très 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 perturbé aussi dans le royaume britannique. Et ça continue pendant un très bon moment, quoi. Donc elle est née dans le Somerset et d'une famille puritaine. Et les puritains à l'époque, c'était pas trop accepté, mais ça on le verra plus tard. Et donc, elle arrive aux États-Unis, dans les colonies quand elle était petite avec ses parents. Ils ont déménagé là-bas, je pense aussi pour vivre leur religion pleinement. Et ils ont vécu dans une petite bourgade bien connue de nos services, surtout quand t'étais une femme et que t'étais accusée de free avec le démon. Je vous donne le mille, c'est la commune de Salem, dans le Massachusetts. Voilà. Vous savez, vous savez, il est bon vivre. Donc ils ont vécu jusqu'en 1653, et après ils ont donc déménagé dans la ville de Lancaster, dont je faisais allusion un peu plus tôt, et donc la ville frontière, et c'est ainsi que, et c'est là qu'elle a trouvé son mari, son premier mari, donc Joseph, si je ne me trompe pas, ouais, Joseph Rawlinson, qu'elle a épousé en 1656, et quant à lui, il devient en fait le premier... Alors, attendez, c'est des termes assez... Voilà. Le premier pasteur puritain, en fait, de Lancaster. Voilà, donc elle est mariée au pasteur, quand même. Et donc, en février 1676, en pleine guerre contre le roi Philippe,
Et ben en fait, il y a des guerriers amérindiens qui ont réellement, donc comme je vous le disais, attaqué Lancaster. Et ils ont pris donc bien les 24 captifs, dont Mary Ransom et ses 3 enfants, et c'est sa petite dernière qui est décédée la semaine suivante. Parce que faut se rappeler que les climats à l'époque, c'était pas encore le réchauffement climatique, hein. Donc les hivers étaient extrêmement rigoureux et c'était très dur pour les nouveau-nés et les petits de survivre en fait. A fortiori dans la forêt avec très peu de soins et tout ça. Donc la petite est décédée. Et Mary est restée 3 mois captive en fait de ce clan, de ces guerriers et des guerrières aussi, parce que je dis des guerriers mais il y a aussi des guerrières. Elle est restée 3 mois captive, elle était un petit peu mieux traitée que les autres parce qu'en fait elle avait des grands talents de couture, donc elle pouvait fabriquer des vêtements très facilement pour les Amérindiennes et les Amérindiens, ce qui faisait qu'elle était mieux traitée que les autres, quand même. C'était pas ouf non plus, elle était mieux traitée que les autres. Et un jour, elle rencontre même Metacom, c'était le chef Wapanouag, et qui était appelé donc le roi Philippe. Donc elle l'a quand même rencontré. Et en mai 1676, une rançon a été payée notamment par son mari, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres amis qui ont participé. Une rançon de 20 livres. Alors pour nous, 20 livres, on se dit... Enfin, 20 pounds, pardon. On se dit, ouais, c'est pas énorme, mais pour l'époque, c'était une sacrée somme d'argent. La rançon a été payée, donc elle a pu être libérée, et ses 2 enfants qui ont survécu l'ont rejointe un peu plus tard aussi. Et puis voilà, donc elle retourne à la vie civile. En 1678, son premier mari, Eric Ier, décède, donc Joseph Ransom décède. Et c'est plus ou moins aussi à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire le récit de sa capture pour, au départ, juste ses enfants et ses possibles descendants. Sauf qu'en fait, il y a eu 3 éditions de fête dans le Nouveau Monde. La 4e a été faite à Londres aussi, où le texte a été carrément corrigé, revu et tout ça. En fait, ça a été un peu servi, ça a un peu été utilisé comme une propagande pour l'époque. Parce que dire que, voilà, nous sommes bien et les Amérindiens sont pas bien, et puis voilà, donc c'est parti un peu dans son truc là, mais en tout cas voilà. Et en 1679, elle se marie à nouveau avec un Samuel Talcott qui décédera en 1691 et elle-même décédera le 5 janvier 1710. Voilà pour sa vie, sa biographie, donc elle a une vie assez particulière. Elle a beaucoup bougé, donc à l'époque on ne bougeait pas autant. Mais elle, voilà, elle a vécu tout ça et elle en a fait un récit qui était intéressant et c'était les récits des colonies en fait. Donc ça a eu un grand succès à l'époque. Et je vous ai parlé donc de la biographie de Mary Ransom et je vous ai dit qu'elle s'était mariée avec Joseph Ransom qui était un pasteur puritain. Alors, on parle beaucoup des puritains, notamment quand on parle des États-Unis, même encore maintenant. Quand on parle de leur façon d'agir, on a tendance à dire soit ils sont très puritains, soit au contraire ils sont tous comme ça, complètement foufou. Et mais finalement, que sont les puritains? Parce que finalement, on n'en parle pas régulièrement de ce que sont réellement les puritains. Et en fait, le puritanisme, c'est un mouvement protestant qui s'inspire du calvinisme. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une précédente vidéo, et je crois que c'est celle sur le complexe de la sorcière, où j'avais abordé la question donc, de la religion, notamment protestante, en me disant que en 1517, Martin Luther avait publié ses 95 thèses pour réformer l'Église catholique. Voilà, et ça donnait le mouvement réformiste, tout ça. Il y en a un autre qui est allé en fait plus loin, je crois que c'est une dizaine d'années après, Jean Calvin, qui était Genève, il me semble. Il est allé plus loin en disant que non, t'as pas encore fait cette réforme, allez, on y va encore plus, quoi. Et d'aucuns pourraient dire que c'est des théories très rigoristes, très carrées, et du coup, en fait, le puritanisme s'inspire de ce mouvement-là, et ils ont mis en place certaines choses. Et en fait, ce mouvement-là est né après l'accession au trône d'Élisabeth Ier. Donc comme je vous disais, je vais essayer d'articuler, vous allez voir, c'est cool. Comme je vous disais un peu plus tôt, c'était un moment de bouillonnement religieux, d'accord? Donc, je vous rappelle, il y avait Henri VIII, puis il y a eu son fils Édouard, il y a eu sa fille Mary Tudor, Bloody Mary, qui était une fervente catholique et qui, en 5 ans, a fait massacrer 300 personnes au moins
au nom de la religion, parce qu'elle voulait que le pays soit catholique à nouveau. Elle était mariée au roi Philippe II d'Espagne aussi, qui était un des champions de catholicisme, donc forcément ça a joué. Et ensuite, quand elle est décédée, c'est Élisabeth Ier, protestante, qui est montée sur le trône. Donc quand elle est montée sur le trône, les puritains se sont dit « Hey, c'est bon, c'est les protestants qui arrivent !» Mais sauf qu'elle n'a pas fait la réforme que eux voulaient, c'est-à-dire engager le pays totalement dans la voie protestante. Elle a simplement, entre gros guillemets, elle a fini en fait la réforme de son père. Voilà, c'est avec le Book of Prayers, donc les prières en langue vernaculaire. Elle a fait, alors je dis ça aux élèves généralement, mais ça marche bien. En fait, elle a créé simplement la religion anglicane avec des choses empruntées au catholicisme et des choses empruntées au protestantisme, et elle a créé donc la religion anglicane. C'était pas du tout ce qu'attendaient les puritains. Donc ils ont commencé à faire des pamphlets, à se rebeller, à dire « je n'ai pas ça ». Ils essayent sous le règne de James I, bon, Jacques Ier, l'héritier de Élisabeth Ier. Ils ont essayé aussi de prendre pour modèle donc, les presbytériens écossais et de le faire partout en Angleterre. Ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas été trop reconnu. Et puis sous Charles Ier, en fait, donc encore le successeur, ils apparaissent comme des fauteurs de troubles, ils sont emprisonnés, leurs biens sont saisis, enfin ils sont quand même bien maltraités. Et en 1660, après la guerre civile anglaise qui a déchiré le pays entre... alors là c'est hyper compliqué, mais par rapport à la monarchie et le parlement, ils se sont mis sur la tronche pendant une vingtaine d'années là. Et les puritains furent obligés de quitter le pays pour pouvoir vivre leur religion pleinement, et ils sont partis dans les colonies. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de puritains, de descendants de puritains, et une certaine vision du monde et des choses aux États-Unis, parce que forcément, ils sont tous, pour beaucoup, sont les descendants en fait des puritains qui sont arrivés aux États-Unis, et notamment à Salem. Donc voilà. Ça c'était pour le puritanisme, que j'ai fait très rapidement parce que je voulais pas trop prendre de temps dessus. Mais j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur justement sur ce qu'est le puritanisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans beaucoup de romans qui parlent des États-Unis, de la conquête de l'Ouest, de tout ça, on retrouve beaucoup de mouvements religieux. Donc là on avait vu le puritanisme, avant on avait vu les Quakers, et ça permet un petit peu de voir comment s'est construit finalement les États-Unis. Enfin, il y a un autre terme que j'ai utilisé assez régulièrement, donc pour cette vidéo-là, mais pour une autre aussi, c'est le terme de frontière, la frontière. Et la frontière, c'est une notion qui est très importante aux États-Unis, un peu comme le manifeste de la destinée, mais ça je vous en parlerai éventuellement plus tard. C'est-à-dire que la notion de frontière a été théorisée par James Turner, et c'est le lieu, c'est le in-between en fait, c'est le lieu entre la civilisation, entre guillemets, représentée donc civilisation européenne, et le monde sauvage représenté par les Amérindiens. Et Lancaster, cette ville-là ce village, parce que... dans le village... Ce village-là représente parfaitement cette notion-là, où en fait, elle est sur la frontière, sur la limite entre justement ce monde européen, ce monde puritain, le monde de Mary Ransom, de Joseph et de toute leur famille, et le monde des Amérindiens qui évolue donc. Et c'est là où c'est vachement intéressant, parce que le personnage du roman, donc Mary Ransom, se retrouve elle-même presque incarner cette frontière, parce qu'il y a son monde, elle a toute son éducation puritaine, tout son vécu européen, et elle découvre en fait dans le roman ce que tout le monde appelait le monde sauvage, un monde hostile où Dieu n'y est pas, apparemment. Il n'intervient pas dans ce monde-là, c'est plutôt le monde sauvage presque du diable et tout ça. Elle découvre qu'en fait, pas tellement. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, elle incarne cette frontière, et c'est en ça où elle va faire peur aussi aux gens quand elle va revenir. C'est que du coup, est-ce qu'elle a basculé dans la sauvagerie? Est-ce qu'elle a basculé dans ce monde-là? Ou est-ce qu'elle est restée dans le côté civilisation, dans le côté européen? Et en fait, elle est complètement déchirée en deux. Et c'est en ça que c'est super intéressant ce roman-là, parce que justement, on a ces notions de frontières incarnées par un personnage, incarnées aussi plus ou moins par ses enfants, qui justement se retrouvent nulle part. Voilà, c'est ça, c'est le nulle part.
Ils appartiennent pas au monde des Amérindiens parce que bah, ils sont blancs, ils sont pas amérindiens, mais ils appartiennent. Et pour la communauté européenne puritaine, bah, finalement ils appartiennent pas non plus à cette communauté-là. Donc ils se retrouvent entre les deux. Et ils penchent d'un côté, des fois ils penchent de l'autre, mais en fait ils n'arrivent plus à se retrouver nulle part. Et ce roman-là, il est vraiment vraiment intéressant parce qu'on est toujours en fait sur le fil de où est-ce qu'ils sont. Voilà, donc la frontière, c'est vraiment une notion très très importante chez les Américains dans leur histoire, dans leur littérature, et c'est une notion qu'on retrouve beaucoup en fait. Voilà. Donc moi ce roman, bah, encore une fois, je vous le conseille. Je le trouve vraiment vraiment chouette, vraiment bien écrit, il est beau, il est dur aussi, hein, forcément, parce qu'il se passait des choses très dures à l'époque. Et ça permet d'avoir une autre vision des États-Unis, donc du coup des colonies, et de voir un peu ce qui se passait lors de ces siècles-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu le roman, bah, encore une fois, je serais ravie d'avoir vos avis un jour en commentaire, on sait jamais. Et puis même sur le côté historique, si vous avez des choses à ajouter, bah, moi je vous lirai avec plaisir, toujours dans le respect et la bienveillance. Je vous souhaite un très beau week-end, pluvieux, orageux, frais, ça c'est cool. Et je vous dis à la semaine prochaine, salut!